L'homme a jeté un emballage, ignorant que cela lui attirerait un danger mortel. En ouvrant la porte, un courant d'air a aspiré le papier, bloquant le système. L'étanchéité a été compromise, l'alarme a retenti et le personnel a vu que la créature préhistorique s'était échappée. Ils ont aussitôt lancé le verrouillage d'urgence. Mais l'homme qui avait jeté ses déchets resta coincé dans cet espace mortel. Il frappait la vitre, suppliant ses collègues de rouvrir la porte. Pourtant, le compte à rebours fini, son collègue se figea. Malgré ses cris, celui-ci retira lentement la clé de la serrure jusqu'à ce que la mort l'engloutisse. Son regard restait fixé sur la silhouette qui reculait, tandis que dans le reflet, la bête titanesque s'approchait de sa tête. Il n'osait se retourner, priant silencieusement. Des griffes se posent sur l'épaule de Jung-Xiu, sa gaze se teintant de sang. La fumée étouffe ses cris, malgré les excuses de ses compagnons derrière la porte. La catastrophe mondiale ayant frappé l'humanité, l'écosystème fut endommagé et de nombreux dinosaures disparurent, faute d'adaptation. Seuls quelques groupes de dinosaures se replièrent sur des îles tropicales comme Sanzubot. 17 ans plus tard, la société humaine semblait calme. Les pays avaient signé des conventions, bouclé les zones de dinosaures et interdit l'accès, tentant d'isoler ces derniers. Cependant, une firme biopharmaceutique découvrit que 3 espèces de dinosaures portèrent le code génétique capable de guérir des maladies graves. Pour obtenir cet échantillon génétique, la société envoya Martin former une équipe sur l'île de Sanzubot. Il sollicita la Veuve Noire, une ex-soldate, qui refusa d'abord en apprenant qu'il s'agissait de la zone des dinosaures. Mais devant une prime immense, elle s'arrêta. Consciente du danger mais tentée, elle accepta, affirmant avec ironie que l'argent importait peu. C'est quelqu'un qui aime l'aventure. Allez. Martin l'emmène ensuite dans un musée de dinosaures. Autrefois prisé, l'endroit est devenu morose car l'intérêt pour les dinosaures a décliné. Le musée, quasi fermé, a déjà expédié la plupart des pièces. Là, le docteur Henry nettoie avec soin un squelette. Martin le présente à la Veuve Noire comme leur consultant. Paléontologue, Henry connaît parfaitement la physiologie des dinosaures. Il détaille à Black Widow les cibles, le mosasaure, le titanosaure et le Quetzalcoatlus. Leurs cœurs surdéveloppés sont des sources génétiques clés pour créer un traitement cardiaque révolutionnaire. Les concurrents et Mademoiselle Parker ne tolèrent pas la 2e place. Peux-tu être prêt pour demain? Docteur Loomis. Je pensais simplement te surprendre en personne. Quand le docteur Henry apprit qu'il devait aller sur l'île Saint-Hubert, il refusa net. Cette zone interdite était une zone mortelle. Mais Martin connaissait son point faible. Il affirma que ces dinosaures étaient les plus proches de la préhistoire. S'il refusait, il manquerait ce miracle. Ces mots brisèrent ses défenses. Henry prit un bonbon à la menthe, hésita, mais finalement, sa passion pour la paléontologie l'emporta sur la raison. Ouais. L'équipe de 3 s'envola pour Pararibok, à Cullinan, rejoindre Duncan, un ami de la Veuve Noire. En tant que marin légendaire, seul son navire aguerri brave ces zones interdites. Avant le départ, Duncan doubla le prix pour le risque encouru. Martin n'eut d'autre choix que d'accepter. Remarquant leurs regards complices entre eux, il comprit alors qu'il s'agissait d'un piège tendu par ces deux-là. C'est très gentil. Le dernier membre arrivé, l'équipe au complet fonce en hors-bord vers l'île Saint-Hubert. Martin explique qu'un traceur implanté sur le dragon des mers indique qu'ils vont le croiser. Leur priorité, capturer ce maître des océans. Le docteur Henry a aussi préparé une aiguille spéciale pour un prélèvement sanguin. Il fait une démonstration. La peau du dragon est dure. Il faut tirer à moins de 10 mètres. Après le prélèvement, la seringue se détache, déploie un parachute et flotte vers le bateau. La Veuve Noire veut agir seule, mais Henry minimise la tâche, jusqu'à ce qu'elle le traîne à la proue face aux vagues et à la pression du dragon tout proche. Le docteur perd alors son arrogance, exactement comme elle le souhaitait. Le soir, seule à la proue, la Veuve Noire semblait pensive. Henry vint lui parler franchement. Il comprit alors son goût du risque. Suite à sa dernière mission, elle souffrait de stress post-traumatique. Seul le combat calmait sa douleur. C'est pourquoi elle était devenue mercenaire. Mais elle ignorait que la suite allait bouleverser sa vie. Car non loin d'eux, sur l'Atlantique, une famille de 4 partait en mer. Le père voulait offrir à ses filles, Damei et Xiaomei, un beau souvenir avant la rentrée. Mais Damei avait invité son petit ami Juan Mao en secret. Le père pensait qu'un homme de plus l'aiderait pour les gardes. Mais Juan Mao ne se leva qu'en fin de matinée. C'est ton tour de garde. J'ai dormi comme un bébé. Tiens, à toi là-bas. Quand son futur beau-père lui demande de l'aide, Juan Mao propose avec désinvolture que Damei le remplace. Le père, déconcerté, juge ce gendre irresponsable. Mais Juan Mao s'en moque, s'étire pour aller dormir et chipe au passage les bonbons de Xiaomei. Qu'est-ce qu'il a même apporté une chemise? D'accord, clairement tu ne vois pas le côté de lui que je vois. Le Spike nu. Hé,
C'est alors que Damei aperçut une créature massive nager vers eux. Le bateau fut soudainement percuté. Le père identifia la mystérieuse bête géante et ordonna en urgence à sa cadette de prendre la barre pour garder le cap. Il vérifia la coque avec sa fille. Rien de grave, juste des éraflures. Mais la créature attaqua de nouveau, percutant le bateau et jetant tout le monde à l'eau. Inquiet pour Juan Mao coincé, il ordonna à ses filles de remonter s'abriter, puis plongea. La pression bloquait la porte. Il lui cria de prendre la radio. Une fois la cabine pleine, la pression s'équilibra. Juan Mao défonça la porte et s'échappa. Il vit alors l'énorme bête nager juste à côté de lui. Le mosasaure poussa un cri glaçant. Paniqués, les deux sœurs appelèrent désespérément leur père et Juan Mao. Le père refit surface, mais quand Juan Mao émergea à son tour, un mosasaure le talonnait. Allez, c'est le moment de donner tout ce que vous avez. Ne lâchez rien maintenant, car chaque effort compte énormément pour atteindre votre objectif final. Alors continuez d'avancer avec courage et détermination, sans jamais regarder en arrière. Juan Mao se hissa sur le bateau juste avant l'attaque. Le mosasaure plongea alors en profondeur. Le lendemain, Duncan capta un SOS à 40 km. 4 personnes étaient coincées. Sir Roy voulait les secourir. Martin refusa car le monstre rôdait. Duncan soutint finalement Sir Roy et lança le sauvetage. Martin tenta de protester, mais Duncan l'écarta fermement. C'est ma charte. C'est mon livre. À l'approche d'un bateau, le père tira une fusée éclairante et la famille fut sauvée. Des membres comme des pagaies le long de la queue, avec une extrémité effilée vers le bas. Regarde, c'est ça. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? D'après les descriptions de chacun, le docteur devina que c'était un mosasaure qui les avait attaqués, ayant pris le voilier pour un concurrent. Ils sont là. C'est les vacances d'été. Ton problème? Tu aurais dû le savoir. Comment ça? Il y a 50 000 bateaux sur cet océan en ce moment. Un seul a été attaqué par un monstre. Alors quelles sont les chances? Duncan, laisse tomber. Tu sais que tu n'es pas en colère contre lui. Sous le panier, Duncan se concentre sur le mosasaure. Le marqueur clignote. Le prédateur les a déjà pris pour cible. Allez, ok. La sirène retentit et le bateau subit un choc violent. Duncan voit une ombre grise approcher et court piloter le hors-bord. L'immense mosasaure fend les vagues, sa puissance sauvage émerveillant le docteur. Alors que le monstre tourne autour d'eux, Vajay court à l'avant, installe le lanceur et demande au docteur de le fixer solidement. Le docteur s'attache fermement à la rambarde. Duncan pilote le hors-bord et s'apprête à atteindre la distance de tir. Il demande à Vajay de se préparer, mais le gigantesque animal plonge soudainement. Alors que tous sont déçus, la seconde suivante, il jaillit de l'eau en créant d'énormes vagues. La force de l'eau déséquilibre Vajay. Sa fléchette rate sa cible et finit dans la mer. Encore un autre obscur. Alors que Black Widow activait le lanceur, le dragon fourchu s'abattit par surprise dans une vague, les projetant en l'air. Heureusement, une corde de sécurité la retint, mais elle resta suspendue dans le vide, frôlant les lames sous l'eau. Avec l'aide du docteur, Black Widow retrouva rapidement son sang-froid. Cette fois, la seringue piqua la peau du dragon fourchu sous les acclamations. Éjectée, elle était remplie de sang. À la proue, tous fêtaient cette victoire. Face à ce précieux échantillon, le docteur méditait. Faut-il leur confier cet espoir? Si l'autre partie maîtrise cette technologie, le monopole sera inévitable. Les prix exorbitants deviendront la norme et la plupart des patients seront exclus. L'altruisme du docteur admirait Black Widow, mais elle restait ordinaire, ne songeant qu'à sa commission et sa retraite. Le prix futur de ce médicament miracle ne la concernait en rien. Perdu dans ses pensées à la fenêtre, Damei vit soudain une meute de Spinosaurus encercler le bateau. Alliés au redoutable mosasaure, ils servaient d'éclaireurs avant le coup fatal pour partager le festin. Pour eux, ce groupe d'humains n'était qu'un simple encas. Furieux, le blond sortit tirer, mais ses salves ne firent qu'irriter la créature. En un instant, le chasseur devint une proie suicidaire.